Ok, ben Tchad, Pierre Chadru, officiellement, enfin sur le papier, mais Tchad, nom d'artiste depuis 2009-2010. Donc, artiste, plasticien, euh, dont les débuts dans l'art sont un petit peu flous. J'aime bien dire que les échographies pouvaient attester que je baignais déjà dans le ventre de ma mère. Mais en fait, au fond, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai déjà cherché à justifier, à comprendre. Je ne vois pas. Ça m'a même d'ailleurs permis de faire un travail carrément de réflexion sur le processus de création des artistes, d'où ça vient. Parce que moi, ça a été une énigme pendant longtemps. Aujourd'hui, je me dis qu'il y a plusieurs choses. Il y a ma grand-mère qui était couturière et que je voyais à 5 ans, 6 ans, quand j'observais en train de découper des tissus et tout ça. Et les gens venaient, prenaient des mesures, etc. Et puis une semaine après, les gens venaient et flac, il y avait un vêtement sur les gens. Donc pour moi, c'était une magie. Et j'adorais observer cette magie-là. Comment d'une mode de tissu, on fait un vêtement. C'était pour moi quelque chose de magique. Alors peut-être qu'il y a quelque chose de ça. L'autre chose, c'est la magie aussi de l'environnement végétal, euh, biologique, qui a baigné mon enfance. J'ai passé mon enfance en pleine campagne, au milieu des champs de canne, à côté de la chaîne de montagne. Mon enfance, c'était rivière, monter en pied-bois, c'est pêcher, cribiche, c'était un rapport à la nature. Et petite chose aussi, c'est peut-être ça pourquoi je fais cette forme incessamment. Quand j'étais petit, il n'y avait pas d'électricité. Nous n'avions pas d'électricité. Nous vivions le soir à la lueur d'une bougie. Donc j'apprenais mes leçons à la lueur d'une bougie, j'ai appris à lire à la lueur d'une bougie, et puis c'était un spectacle extraordinaire parce que la nuit, il faisait noir, pas d'électricité en quartier moins, il faisait noir la nuit, et la bougie focalisait les insectes. Donc les insectes venaient, tournoyaient autour de la bougie, il y avait toute une vie, toute une cosmogonie. Et voilà, donc la lumière en tant qu'élément transcendant, en tant qu'élément convergent, c'était quelque chose de particulier. J'ai écrit quelques mémoires d'ailleurs, j'ai commencé à écrire quelques mémoires qui parlent un petit peu de ça, et pour moi ce sont des réponses assez tangibles sur les origines de la création. Et puis un autre fait, un double fait, c'est que j'ai perdu mon père, j'avais 10 ans, 7 ans, j'avais 7 ans, et ma mère, j'avais 16 ans. Donc là, la notion de disparition, la notion de dématérialisation du corps, ça m'a frappé de plein fouet, j'étais gamin, quoi. Et donc, dans mon travail, j'ai toujours aussi questionné l'invisible, j'ai toujours questionné le rapport à l'immatériel. Où va la personne qui disparaît? Parce que j'ai le sentiment, moi, que mon père il vit avec moi, que ma mère vit avec moi, que ces gens ne sont jamais morts, qu'ils m'accompagnent dans tout ce que je fais. Je sens leur énergie, c'est incroyable quand même. Et j'ai jamais pleuré leur mort parce que pour moi, c'est des gens avec qui, à la limite, ils sont plus proches de moi maintenant qu'ils sont dématérialisés qu'avant où je réclamais leur présence et il y avait un manque affectif parce que ma mère travaille, parce que je suis à l'école, parce que ci, parce que ça. Donc il y a ce rapport à l'invisible qui a toujours, mais je ne l'ai pas vécu ni comme un traumatisme, ni comme une interrogation, un truc qui me casse la tête. Non, je l'ai vécu de façon naturelle. Et c'est intéressant parce que ça renvoie au magico-religieux, ça renvoie à notre culture profonde, ça renvoie à l'animisme, ça renvoie à l'Égypte, ça renvoie aux grandes spiritualités, ça renvoie au texte sacré, ça renvoie à comment toutes les civilisations ont théorisé le rapport à l'invisible, à l'énergie cosmique, aux divinités, enfin à la spiritualité globalement, et ce qu'ils en ont fait. C'est un peu ce qui est synthétisé dans mon art aujourd'hui. Alors, état d'urgence. Le titre de l'expo, c'est état d'urgence. Euh, Ce travail est une synthèse de mes recherches en psychosociologie et en art. C'est un peu ça. Parce qu'en fait, j'ai un double.
j'ai une double casquette de chercheur, enfin triple casquette de chercheur. Je fais des recherches en psychosociologie depuis 25 ans. Je fais de la recherche artistique. Pour moi, c'est de la recherche artistique et pas de la création artistique. Et je fais de la recherche en économie aussi, économie de la culture. Donc, le travail que je présente ici, c'est un peu une synthèse de mon parcours de créateur-artiste et mon parcours de chercheur en psychosociologie. Et en fait, tout ce que je viens de dire là, je l'ai formalisé, je l'ai théorisé, j'ai fait des écrits, j'ai publié même. Et en fait, ce qui est là, en fait, c'est une espèce de représentation, une espèce de traduction des déplacements d'énergie, de l'impact des énergies, de aussi notre faculté à nous de mettre en mouvement des énergies dans ce que j'appelle le processus de création et l'impact de cette énergie, de ce processus de création sur notre vie physique, mentale, psychologique, psycho-affectif, émotionnel, sensitif, etc. Et puis le rapport à l'invisible. C'est-à-dire, en fait, mon propos est de savoir comment nous mettons en œuvre les différentes énergies qui traversent le corps, comment nous les mettons en dialogue, en fécondation, je dirais, en connexion avec les énergies cosmiques pour devenir ce que nous sommes et pour nous projeter dans le monde, à la fois dans l'imaginaire, mais à la fois aussi dans un futur que nous projetons. Donc voilà, et ce travail-là, en fait, il est là. Et la question contextuelle de cette exposition, c'est de dire tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu théoriser par rapport aux différentes connexions d'énergie, aux différentes dynamiques énergétiques que nous mettons en place pour créer, mais comment c'est impacté par ce que nous vivons, enfin parce qu'on veut absolument, de gré comme de force, dans lequel on veut nous embarquer. Donc moi je questionne ça parce que je sais que le processus de création démarre par un cadre de pensée qui est basé sur les convictions, les croyances, etc. Et que nous pouvons librement choisir, construire notre cadre de pensée pour pouvoir créer ce que nous voulons. Et aujourd'hui, je sens que plus encore qu'il y a des millénaires, quand ils ont inventé les religions, c'est juste une façon de dominer ou de manipuler les gens. Ça, c'est clair, les dieux, ça n'existe pas. Pour moi, c'est clair, c'est net, je peux le démontrer. Et en fait, l'idée, c'est de comprendre aujourd'hui pourquoi l'enjeu est devenu aussi lourd, aussi important. Pourquoi l'humanité, les dirigeants, d'ailleurs, ça n'existe pas pour moi, parce qu'on élit des représentants et pas des dirigeants, encore moins des gouvernants. Donc voilà. Et donc, comment ça se fait que les gens qui s'arrogent le statut de dirigeant renforcent aujourd'hui des stratégies de domination, mais mentale, intellectuelle, puisqu'ils veulent absolument, par un bombardement, par un matraquage médiatique, ils veulent absolument faire croire à l'ensemble de l'humanité qu'il y a une menace, qu'il y a une peur à avoir, qu'il y a des terreurs qui s'annoncent, et que comme par magie, ils ont la solution pour régler le problème. Alors moi je dis qu'il y a quelque chose de louche, moi je sens qu'il y a quelque chose de louche. Je pose en tout cas la question de savoir pour quelle raison il y a un tel besoin affirmé de contraindre les gens à croire et à penser des choses qui ne relèvent pas forcément de ce qu'ils ont envie de penser ou de croire. Donc l'intérêt pour moi aujourd'hui de cette exposition, c'est de poser ces questions et de comprendre, maintenant je vais entrer dans une phase d'observation pour analyser comment ce matraquage médiatique va impacter l'avenir de l'humanité, va impacter la société guadeloupéenne, par exemple, ou caribéenne, ou française, ou américaine, ou africaine, parce qu'il y a quand même des impacts. L'impact n'est pas le même selon les territoires. Donc c'est cette question circonstanciée qui se pose dans cette exposition. L'évolution de l'impact de l'art, du phénomène des arts visuels en Guadeloupe, pour moi, elle est très controversée. Pour moi, elle est en dents de scie. Parce que, clairement, il n'y a pas d'orientation. Il n'y a pas une orientation, il n'y a pas une vision précise et forte qui est assumée et qui permet un engagement, on va dire, un petit peu collectif et collégial des différents acteurs de la scène artistique.
Globalement, c'est ça. Il y a eu effectivement le Festag. C'était les années 80, et le Festag. Au début des années 90, je crois. Il y a eu 2 ou 3 éditions du Festag. Ça, c'était le Conseil général. Le Conseil général. Ils ont voulu faire fort, ils ont voulu faire une manifestation qui regroupe toutes les disciplines artistiques. En gros, ils ont fait une espèce d'appareil trop lourd à gérer. Et donc, au bout de la 2e ou 3e édition, ils ont arrêté. Ça n'a pas pu continuer parce que c'était trop lourd à gérer. C'était un trop gros bateau, c'était trop lourd à gérer. Qu'est-ce que c'était? Alors, c'était quoi son objectif? Le Festag, c'était le Festival des arts de la Guadeloupe. Voilà. Donc, faire un festival avec toutes les formes d'art, c'est même la France ou les autres pays ne font pas ça. Voilà, même les grands pays comprennent qu'il faut faire des festivals, il faut faire des festivals de théâtre comme Avignon, il faut faire des festivals de musique, il faut faire des biennales d'art. Voilà, ça, on ne peut pas tout faire d'un coup, c'est pas possible, quoi. Alors peut-être qu'ils se sont dit c'est un petit territoire, alors on va essayer de tout faire parce que peut-être qu'il y a finalement peu d'artistes, donc on peut les réunir tous dans un projet comme ça, etc. Mais finalement, il s'est avéré que c'était un mauvais choix et que partir sur l'idée de faire de travailler par discipline était peut-être la meilleure solution. Quoi qu'il en soit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une volonté, ça veut dire qu'il y avait un constat et une volonté. Mais il y avait une mauvaise stratégie et une très mauvaise expertise. Et on a bien vu le résultat, ça n'a rien donné. Donc, c'était quand même un prémisse, c'était quand même, ça voulait dire, pour moi c'était un signal quand même fort de la part des politiques, qu'il faut faire quelque chose pour la culture, globalement. Mais bon voilà, le résultat est là. Alors, en continuité de ça, René Serge Navajot qui pilotait le Festag à l'époque, c'était le responsable de la culture au conseil départemental, enfin au conseil régional à l'époque. Mais quand il est devenu maire des Abîmes 1 ou 2 ans après, il a créé le festival de théâtre des Abîmes. Donc je pense qu'il a dû prendre acte qu'on ne peut pas tout faire, donc il a créé le festival de théâtre des Abîmes, première édition 1992. Donc c'était très intéressant. Ça a duré encore, Cap Excellence l'a repris, ça a été Cap Excellence en théâtre, etc. Maintenant, c'est un peu, je crois que c'est un peu mort. La ville de Pointe-à-Pitre a créé, à côté de ça, le festival de jazz. Donc ils ont aussi compris qu'il faut travailler par discipline. Le festival de jazz, ça a été une belle expérience, vraiment. Et ensuite, comme au niveau des arts visuels, il n'y avait plus rien, les artistes, eux, cette fois, ont décidé de faire quelque chose. Et ont créé Indigo. Indigo, qui est un festival international d'art visuel. Donc il y a eu 5 ou 6 éditions, ça a eu lieu de 92 à 97. Et en fait, là, c'était une organisation privée, une organisation d'artistes. D'ailleurs, de plusieurs disciplines. Il y a des musiciens, des comédiens, des plasticiens, des graphistes, voilà. Donc, même des cinéastes, je crois. Donc voilà, donc cette organisation-là, bon, ça a duré 5 ans. En fait, c'est mort aussi parce qu'en fait, là, on s'est rendu compte que, bon, les décideurs ont lâché l'affaire. Ils n'ont pas voulu récupérer le projet, ils n'ont pas voulu professionnaliser, ils n'ont même pas voulu financer. Donc, résultat, c'était trop lourd pour les plasticiens, donc on a laissé tomber. Bon, moi, en tant qu'ingénieur culturel, j'ai été sollicité après par la ville de Trois-Rivières pour faire une manifestation qui s'appelle les Rencontres d'art et d'histoire. Une manifestation dont j'ai fait l'ingénierie et que j'ai organisée. Il y a eu 4 éditions. Donc, ça a eu lieu de 2009 à 2016. Donc, c'était une rencontre, une exposition collective d'artistes qui était couplée avec un colloque d'histoire, d'ethnographie, d'archéologie, et c'était la question de l'héritage amérindien, l'impact de l'héritage amérindien dans la culture caribéenne actuelle. Donc là, bon, là encore, ça n'a pas fonctionné parce que le maire a changé à Trois-Rivières, et du coup, ça ne l'intéresse plus. Enfin, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a une grande fragilité de l'engagement politique en matière de culture en Guadeloupe, et c'est un peu pareil en Martinique. D'accord? Bien qu'il y a eu Aimé Césaire qui a poussé beaucoup en Martinique, il y a eu l'école d'art, il y a le CERMAC, il y a le CMAC aujourd'hui, enfin la scène nationale, l'Atrium. Bon, voilà. Donc, ici, on a eu aussi une scène nationale, du coup, l'archipel, mais qui ne s'occupe pas d'art plastique ou de façon très sporadique, exceptionnelle,
quand parfois, ben, il n'y a pas d'autre lieu, alors ils créent des opportunités. Moi, j'ai exposé 2 fois, par exemple, à la scène nationale à Basse-Terre. Donc, globalement, le fait culturel et plus singulièrement les arts plastiques posent un gros problème à nos politiques. C'est ça la vraie réalité. Et un des axes de ce problème, c'est que les services des collectivités pensent que c'est à eux de faire les choses. C'est à eux de décider des choses. Mais sans écouter les artistes. Ils font un peu à leur guise. Donc voilà. Ce qui fait qu'ils font beaucoup d'erreurs. Alors qu'il serait tellement plus simple de solliciter les artistes, de faire des rencontres, des séminaires, que les artistes expriment vraiment les problématiques, les velléités, les stratégies même. Mais non, ça ne les intéresse pas. Donc du coup, ils proposent des choses comme par exemple, il y a un projet biennal où moi je suis très réservé sur, sur ce projet de biennale. Par exemple, et puis bon, à côté de ça, il y a d'autres choses qui se passent, comme par exemple la poule à refaire. Moi, je dis très clairement que je suis un dissident et je boycotte sévèrement cette manifestation parce que le résultat aujourd'hui, factuel, c'est que tout ce travail d'engagement qui a été fait par plusieurs autres personnes, j'ai cité le Festac, j'ai cité Indigo, j'ai cité l'Enfant d'Histoire, on peut citer Convergence à Sainte-Anne, on peut citer des expositions qui se font dans certaines mairies, etc., qui prennent les choses à bras-le-corps, le Centre des Arts, qui organise plein d'expositions, etc. Eh bien, en fait, tout ça, c'était dans quel but? C'était de valoriser l'art, les arts visuels de la Guadeloupe, ce qui se passe en Guadeloupe par des Guadeloupéens. C'est important d'insister dessus. Et aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est que cette manifestation, la poule à refaire, qui pourrait paraître une opportunité extraordinaire, eh bien, on se retrouve en fait à avoir une problématique aujourd'hui de la place des afro-descendants, de l'art contemporain afro-descendant franco-caribéen. Comme si nous devons aujourd'hui, en fait, revendiquer notre place dans le paysage culturel, dans un territoire qui est le nôtre. Donc on se retrouve aujourd'hui à être presque singularisé au profit d'artistes venus d'ailleurs. Donc moi je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais je dis que nous devons préserver économiquement nos intérêts, comme tout le monde, comme la scène artistique internationale, le marché international de l'art défend ses intérêts, à nous de défendre nos intérêts économiques sur notre territoire. Donc il y a une grosse problématique là-dessus que je développe d'ailleurs dans ma thèse. Les années 70, c'était des artistes comme Rovelas, comme le groupe Koukara, Limouza, Cancelier, Logan, Roberto. Le groupe Koukara est né en 84, hein, donc voilà, on est déjà dans les années 80. C'est à cette époque-là que nous, la jeune génération de l'époque, hein, de gens qui ont 50 ans aujourd'hui, donc on est plus si jeunes que ça, on a commencé à revenir sur le marché. Donc, Michel Rovelas a fait un gros travail. Il a monté une école, il a monté une galerie, il donnait des cours, il a fait régulièrement des expositions, il a fait un gros travail de débroussaillage, quoi, on va dire, de conscientisation avec l'art moderne. C'est un art moderne contemporain qu'il faisait déjà à l'époque, avec un impact modéré, puisque c'était quand même quelque chose de nouveau. Avant ça, il faut quand même noter que, selon d'ailleurs la fameuse anthologie de la peinture en Guadeloupe, qui retrace un petit peu l'histoire de ce qu'il y a eu avant les années 70, c'était des métros, des étrangers qui venaient ici et qui peignaient un peu à la mode doudouiste et qui n'apportaient rien de singulier à l'art d'ici et qui faisaient un art qui s'inscrivait dans l'histoire de l'art de l'Occident, hein, de la France, etc., de l'Angleterre, des États-Unis, ou de l'Espagne, parce que c'était des gens de ces contrées-là qui venaient ici, un peu dans la lignée des colons. Hein, voilà, d'ailleurs, ils avaient une espèce d'esprit un peu colon encore, ou colonialiste, et ils peignaient un peu ce qu'ils voyaient à la mode doudouiste. Donc c'était ça, donc c'était pas significatif ça pour nous, ça ne parlait pas de nous. Donc la première vague identitaire, c'est Michel Rovelas, et ensuite c'est Koukara.
donc années 70 et années 80. L'impact a commencé à avoir un petit peu c'est un peu renforcé dans les années 80, à partir du moment où il y a eu effectivement le groupe Koukara. C'est quand même plusieurs personnes, une dizaine pratiquement d'artistes qui se regroupent et donc ils font régulièrement des expositions, des conférences, des séminaires, des ateliers, etc. Donc l'impact social commençait à devenir un petit peu plus sérieux. C'est d'ailleurs du groupe Koukara qu'a émané l'organisation de Indigo, il faut le savoir. Et donc, effectivement, quand ces artistes se sont rendus compte qu'en fait, ça ne tournait pas, ça ne bougeait pas assez, fin des années 80, c'est nous déjà, hein, c'est Nabajot, Pédurand, Métura, Marielle Plaisir, Henri Tourliot, voilà quoi, il y avait déjà quand même quelques personnes qui commençaient Bruno Métura, je ne sais pas si je l'ai nommé, ces artistes-là, voilà, qui sont arrivés et qui ont renforcé en fait le travail du groupe Koukara. Et avec toute cette espèce de dynamique de fin des années 80, en fait, on a eu l'idée de se réunir pour créer une organisation et créer Indigo. Et Indigo, c'est de 92 à 97 le plus fort impact en termes de promotion de l'art qu'il y a eu en Guadeloupe, c'est la période d'Indigo. C'est les années 90, en somme, le plus fort impact. Les gens sont sortis de nulle part pour venir dans ce festival qui était au Fort Fleur d'Épée à Gosier. Vraiment, ça a eu un impact incroyable. Ça a entraîné aussi un mouvement sur la Basse-Terre où la scène nationale, qui n'est pas destinée du tout à accueillir des expositions, a commencé à accueillir des expositions. Les services municipaux, etc., ont commencé à faire des expositions, à acheter des œuvres. Voilà. Donc, ça a entraîné une dynamique. Je vais dire commerciale, je ne vais pas dire encore de reconnaissance officielle, mais au moins une dynamique commerciale. Et après, donc, quand Indigo s'est terminé, ça a commencé à s'effondrer. Ça a commencé à s'effondrer. Du coup, bon, moi, j'ai repris un petit peu avec les rencontres d'art et d'histoire, qui avait là aussi. Là, j'ai un peu récupéré les éléments, l'impact qu'avait Indigo et toute cette mouvance-là. Et les rencontres d'art et d'histoire ont eu un franc succès. Vraiment, il y avait des vernissages avec 500 personnes. C'était du jamais vu ici. Et bon, il y avait d'autres choses aussi. Il y avait un intérêt, comme je disais, archéologique, ethnographique, sociologique, historique, etc. Donc voilà. L'idée, c'était ça aussi, hein, de donner un intérêt, un autre impact et associer l'art aux sciences humaines. Donc c'était vraiment très intéressant comme formule. Et donc là, ça a redonné un petit peu, ça a réimpulsé un petit peu un mouvement. D'accord? Et bon, début des années 2010, on a vu effectivement apparaître la poule en fer, qui avait pour moi des objectifs nobles au départ, mais bon, qui se sont avérés après avoir un impact absolument négatif, comme je disais, sur cette logique de promotion des artistes caribéens. L'idée, en fait, de départ, qui est dans l'idéal de tous les artistes, c'est de partir de notre territoire et conquérir le monde. Quoi. Je veux dire, c'est ça. Donc d'avoir un impact international, tant qu'à faire. Et aujourd'hui, on se rend compte que les stratégies ne sont pas mises en œuvre pour ça. Sur le territoire, c'est un peu décousu, comme je disais, il n'y a pas de vision vraiment forte, il n'y a pas de collégialité dans l'action, dans la stratégie des différentes collectivités, alors qu'il y a beaucoup d'argent, on pourrait vraiment faire des choses vraiment importantes. C'est des choses que j'analyse aussi sur le plan économique dans ma thèse. Et donc, les artistes n'ont pas eu d'autre choix que de partir. Donc, au début des années 2000, et 2010, ça s'est renforcé, vraiment, ça s'est renforcé, où on a vu que il y a une jeune génération d'artistes qu'on ne voit pas, qui a disparu. La génération des artistes qui ont entre 40 et 50 ans, on ne les voit pas, qui sont tous partis, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas d'avenir ici. Ou alors, ils sont entrés dans l'éducation nationale, ils ont trouvé un autre job, etc., pour survivre, parce que sinon, c'était la mort, quoi. Il faut être clair. Donc, voilà. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle génération, donc les années 2010, on va dire, que je trouve d'ailleurs très courageux, puisque la volonté, mais qui sont sur les deux territoires, qui sont à la fois sur la Guadeloupe et qui sont à l'international. Des gens comme Samuel Gélas, par exemple,
ou Ronald Cyril, ou enfin, ouais, il y en a d'autres, hein, déjà Anaïs Verspan. On peut citer des gens comme Kelly Sinapamari, comme Jean-Marc Hunt. Enfin voilà, quoi, il y a des artistes comme ça qui sont, ou Bruno Péturon, qui sont à cheval, qui sont sur plusieurs territoires et qui ont compris que voilà, ben, en fait, cette impulsion, cette locomotive qu'on attendrait de nos représentants culturels ne venant pas, eh bien, ils ont décidé de prendre leur bâton de pèlerin et d'aller toquer et de commencer à s'investir sur des événements internationaux, sur les États-Unis, sur l'Europe, parfois même jusqu'au Japon ou ailleurs, comme Joël Ferli, qui a vécu 17 ans en Angleterre, par exemple. Enfin, voilà, il y a d'autres artistes aussi qui reviennent ici, qui sont là ou pas là, qui sont sur deux territoires, comme Philippe Tomarel, etc. Donc voilà, on essaie de tisser des dépiens. Il y a une autre, Minia Biabiani aussi, qui fait un travail remarquable et qui arrive à se positionner sur des biennales en Allemagne, par exemple, ou ailleurs. Donc ça commence à être vraiment significatif. Mais tout ça, c'est sporadique. Tout ça, c'est beaucoup d'énergie qui se dispersent et c'est dommage qu'il n'y ait pas une organisation solide qui permet à tous ces artistes-là d'avoir un tremplin, quoi. Il y a aussi des gens comme Chapwan ou d'autres qui font un certain travail qui est aussi intéressant. Donc voilà. Donc l'idée en fait, c'est que la scène internationale est construite sur des organisations. C'est jamais des artistes seuls comme ça qui vont, comme des pionniers, essayer d'aller toquer, essayer de défendre. Non, non, ce sont des organisations. On n'a pas ici encore la culture de l'organisation du métier. On n'a pas encore une culture de la sectorisation économique. Pour l'instant, ici, nous ne percevons pas les arts plastiques, les arts visuels comme un métier, comme une filière économique. Pour l'instant, ça demeure un phénomène social, ça demeure, voilà quoi, il y a des artistes, c'est bien gentil, c'est super, ils sont courageux, ils arrivent à exposer bon gré mal gré, ils arrivent à vendre quelques œuvres, mais il n'y a pas de marché. Moi, je sais aujourd'hui qu'il n'y a pas de marché de l'art en Guadeloupe, ni en Martinique. Des œuvres se vendent, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a un marché. Un marché, c'est quelque chose qui est construit, qui a une logique, qui a des paramètres, qui a des indicateurs de résultats, qui a des stratégies, qui a des acteurs, où chaque acteur tient son rôle. Il n'y a pas ça. Il y a une vision, il y a une stratégie globale. On n'a pas ça. Je ne peux pas dire qu'on a un marché. J'entends beaucoup de gens dire qu'il y a un marché de l'art en Guadeloupe. Je vends, moi. Ce n'est pas pour autant qu'il y a un marché. Quand je vends, à quel moment ce que je fais, à quel moment c'est répertorié, c'est référencé, est-ce que j'ai une cote? L'art fonctionne, le marché de l'art fonctionne avec une cote. Les artistes ont une cote. Et s'ils n'ont pas une cote, ils ont quelque chose qui permet une référenciation sur le plan commercial. C'est là, c'est le grand réseau du marché privé. Ici, on ne peut pas dire qu'il y a un marché privé. S'il y a deux, trois galeries ici qui fonctionnent bon gré mal gré, c'est beaucoup. Donc, c'est tellement pauvre, c'est tellement insignifiant sur le plan économique, les résultats, même des ventes qu'on fait, etc. Les résultats, mais c'est ridicule. C'est vraiment à pleurer, quoi. Alors qu'il pourrait y avoir une vraie organisation. Tout l'enjeu de ma thèse, c'est ça. C'est de faire un vrai constat objectif, parce que nous parlons beaucoup, mais il faut faire un vrai constat objectif, un vrai constat économique, factuel, pour pouvoir dire voilà où en est où en sont les arts plastiques en Guadeloupe et en Martinique. Parce que ma thèse, c'est sur les deux territoires. Où en sommes-nous concrètement? À quel moment nous allons arrêter de fantasmer sur soi-disant un marché, sur soi-disant une certaine reconnaissance? Aujourd'hui, franchement, les artistes ici guadeloupéens, les plus âgés et qui ont, on va dire, qui ont bon gré mal gré, ont eu une carrière d'artiste. On va compter qui? On va compter Rovelas, on va compter Limousin, on va compter Cancelier, on va compter Léogane, on va compter Rico Roberto, on va compter ces artistes-là. Quand on regarde bien, où en sont-ils sur le marché de l'art? Où en sont-ils? En Martinique, on va compter qui? On va compter Boller, on va compter Victor Anissé, Christian Bertin, on peut même compter Hector Charpentier, allez, soyons fous. Hector Charpentier, on peut compter des artistes peut-être un peu plus jeunes, on va dire, comme Abdel Faye ou d'autres, bon, voilà.
Et puis une certaine jeunesse, enfin, des gens de mon âge comme Julie Bessard et autres, voilà. Où en sont-ils? Quel est le résultat? Où en sont-ils représentés aux États-Unis? Sont-ils représentés au Japon? Sont-ils représentés à Berlin? Sont-ils représentés en Angleterre? Y a-t-il un relais? Sont-ils dans une dynamique de marché? Ont-ils un agent? Il n'y a pas tout ça, faut pas rêver. Il n'y en a pas tout ça. C'est pas que ces artistes-là ne sont pas méritants, c'est que le job n'est pas fait. Il faut le dire. Et sur la scène internationale, personne ne nous attend. Si on n'est pas suffisamment dynamique pour pouvoir s'imposer sur la scène internationale, personne ne va venir nous chercher. Le marché de l'art, c'est une affaire privée. Il ne faut pas rêver non plus, parce que souvent on dit les politiques ne font rien, et quand on dit les politiques ne font rien, on pressent derrière qu'on attend d'eux qu'ils fassent tout. C'est vrai ça. Il ne faut pas rêver. Quand l'industrie automobile va mal en France, par exemple, l'industrie automobile, c'est un secteur privé. Quand l'industrie automobile va mal et qu'on est en crise économique, comme on a connu en 2007, entre 2007 et 2010, qu'est-ce qui s'est passé? Les pouvoirs publics ont injecté des subventions ou des aides pour aider le secteur économique. Ils ne se sont pas substitués au secteur économique. À aucun moment, l'État n'est producteur de voitures. L'État, c'est l'État. Quand en Guadeloupe, le secteur de la pêche va mal, il y a le groupement des pêcheurs, il y a le syndicat des pêcheurs. Donc le syndicat des pêcheurs, c'est le secteur privé. Le secteur de la pêche va mal, le secteur de la pêche a besoin d'une aide publique. Qu'est-ce qui se passe? Les acteurs du secteur de la pêche vont voir les collectivités et vont négocier des aides publiques. Mais les collectivités, les élus ne vont pas monter dans le bateau et aller pêcher le poisson pour les pêcheurs. C'est un secteur privé. Donc, il faut rester dans son cadre. Voilà. Donc, en fait, ça veut dire que la locomotive, l'impulsion, c'est le secteur privé qui va le donner. Le secteur public va venir en aide. Dans l'histoire de la France, il y a eu, par exemple, le salon des artistes français. Le salon des artistes français, c'est les artistes. C'est les artistes qui l'ont créé. Et d'ailleurs, il y avait le salon, je ne sais plus, il y a eu le salon des refusés, par exemple. Il y avait un salon officiel, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et puis, il y a eu des artistes impressionnistes qui étaient vus comme des extraterrestres. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé le salon des refusés. Voilà. Mais en France, le marché de l'art, c'est les galeries d'art. Les galeries d'art, c'est le secteur privé. L'État ne vend pas des œuvres d'art. À la limite, l'État achète des œuvres d'art. Mais l'État ne peut pas vendre des œuvres d'art. Ce n'est pas son job. C'est le job des acteurs privés, des marchands, des galeries. Il y a un problème économique au niveau du marché de l'art. Le secteur privé va demander de l'aide à l'État pour les aider à ne pas plonger ou pour les aider à se remettre. Mais l'État ne va pas se mettre à vendre des œuvres. À la limite, ils peuvent effectivement acheter des œuvres pour mettre dans les collections, dans les musées, etc. Et ça va servir de locomotive, ça va servir de levier. Mais l'État n'est pas marchand d'art. Je veux dire, il ne faut pas mélanger les choses. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à nous de faire le job. C'est à nous de constituer la filière économique et que nous puissions avoir des aides, mais ce qui peuvent être des aides privées aussi, de mécènes, de sponsors, des gens de la société civile et ça, tout autant que nous pouvons avoir des aides des pouvoirs publics, des aides financières de l'État, en l'occurrence à travers les collectivités, etc. Mais c'est après que ça vient. Ça ne peut pas venir avant. Alors c'est vrai qu'on est dans un contexte d'une petite île, d'un petit territoire, et que le secteur privé a tellement peu de moyens que les collectivités pourraient constituer une locomotive. J'en parle aussi dans ma thèse en termes de stratégie. Ça peut être aussi une formule, mais il ne faut pas attendre sur les collectivités qui fassent tout le job. Je veux dire, ce n'est pas les élus qui vont peindre à ma place, quoi. Je veux dire, l'artiste, il garde son rôle. Il faut que chacun garde son rôle. Et c'est ça qui est important. Il y a
pour qu'un marché fonctionne, il faut qu'il y ait 4 axes qui soient développés. Il y a la production, bien évidemment. Je parle du marché de l'art. Hein. Il y a la production, il y a la promotion, il y a la diffusion et il y a la valorisation. Alors, c'est vrai que dans des petits territoires, comme la Guadeloupe et la Martinique, dans un contexte économique particulier, la valorisation peut servir de locomotive. Et c'est quoi la valorisation? C'est le fait que les collectivités achètent des œuvres. Les collectivités achètent des œuvres, on est d'accord. On ne peut pas nier que les collectivités n'achètent pas des œuvres. Mais tant que ces œuvres-là ne sont pas référencées, ne sont pas cataloguées, ne sont pas représentées, c'est-à-dire avec des expositions, des séminaires, des conférences, des publications, des expositions où le public est invité régulièrement, les œuvres qui sont achetées ne prendront jamais de la valeur. Ça ne deviendra jamais un phénomène social et culturel. Ça restera des œuvres qu'on va retrouver dans les bureaux des fonctionnaires, et comme ce n'est pas référencé, n'importe qui peut récupérer n'importe quoi, et comme c'est référencé nulle part, on ne pourra même pas avoir qu'une œuvre disparue dans tout ce que les collectivités achètent, parce que ça fait 30-40 ans qu'ils achètent. Ils achètent de plus en plus. Mais comme ce n'est pas formalisé, il n'y a pas de collection publique en Guadeloupe. Les collectivités achètent des œuvres, mais pourtant il n'y a pas de collection publique. C'est paradoxal. Parce que les œuvres achetées soient érigées en collection publique, il y a un travail à faire pour ça. Il y a une formalisation à faire pour ça. Il y a un référencement. Il y a quelque chose à faire pour ça. Moi, j'ai un tas d'œuvres à la préfecture de Guadeloupe, mais ce n'est pas collection publique, c'est référencé nulle part. Ça appartient à la préfecture, mais en réalité, la préfecture, c'est une structure d'État. Donc, en réalité, ce sont des œuvres qui sont dans la collection publique nationale. Mais ce n'est pas référencé. Il faut que ce soit référencé. Il faut que ce travail-là soit fait. Et puis, il y a le travail de promotion, de représentation, d'exposition, de conférences, de publication dont je parlais. La partie éducative doit être faite pour que les artistes, on puisse dire, ben, OK, on sait qu'il y a une référence. On sait que Rouvelas, ben, il est dans le musée. Ben, on n'a même pas de musée d'art. Le principal outil de valorisation de l'art dans tous les territoires du monde, c'est le musée d'art. Ici, on se débat pour savoir s'il faut ou pas un musée. Moi, je trouve ça ridicule. Il faut un musée, c'est le premier outil, c'est la locomotive de reconnaissance institutionnelle de la création artistique. Donc, commençons par faire un musée. C'est la première chose à faire. Un musée d'art. C'est ça qui va permettre que les œuvres vont entrer dans l'inconscient collectif. Les autres pays ont compris ça. À Cuba, il y a un musée. À Trinidad, il y a un musée. En Haïti, il y a un musée. À Saint-Domingue, il y a un musée. Nous n'avons pas de musée ici. Il y a un truc qui ne va pas. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'analyse prospective en termes d'économie. Et c'est ça qui manque. C'est quand même incroyable que les collectivités décident de faire une biennale d'art alors qu'il n'y a pas de lieu d'exposition. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable que les artistes, que les collectivités veulent faire une biennale alors qu'il n'y a pas de musée. Il n'y a pas un lieu dédié à la reconnaissance des œuvres et des artistes. On pense soi-disant qu'une biennale, ça va avoir un rayonnement international, mais il n'en est rien. Il y a déjà eu une biennale à Pointe-à-Pitre au Centre des Arts en 2001, biennale de la jeune création. Il y a eu une biennale en 2015 à Fort-de-France. Biennale internationale d'art de Fort-de-France, de Martinique. Bien, biennale, c'était soi-disant tous les 2 ans, mais ça fait 5 ans, il n'y a même pas eu des éditions. Donc, ce n'est pas tout de faire une biennale, de dire on va faire une vitrine. Et puis, vouloir faire une vitrine de l'art en Guadeloupe, en mettant des artistes internationaux sur notre tête, c'est-à-dire en fait nous prendre pour des rigolos, je ne pense pas que c'est ça qui va renforcer l'impact de l'art guadeloupéen, franco-caribéen, en tout cas sur la scène internationale. Je pense que là, il y a vraiment, on prend le truc complètement à l'envers, et en fait, je pense que ça va plus nous desservir qu'autre chose. Donc je pense que pour moi, il faut plutôt faire les choses à l'envers, il faut plutôt financer la participation de nos artistes à des manifestations internationales là où elles se font. C'est-à-dire en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, en Italie, au Japon, à Hong Kong, là où ça se passe. Là où ça se passe. Les collectivités ont les moyens pour faire ça. Il n'y a pas besoin d'avoir 400 000 € pour faire ça. Il faut financer les expositions ou la représentation, la participation de nos artistes dans le circuit international de diffusion de l'art. C'est quand même bête, simple.
Et ça ne demande pas autant de sous que d'essayer de faire venir un tas d'artistes ici pour montrer qu'on est des couillons, qu'on est bêtes, qu'on est médiocre, comme ça a toujours été fait. Donc voilà, c'est ça l'idée. Parce que moi, j'étais à la réunion où on a parlé du projet. Ben, qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu un certain commissaire d'exposition qui a la volonté de faire venir des artistes étrangers, soi-disant pour créer un impact plus fort de l'art guadeloupéen à l'étranger. Mais déjà, le concept, il est complètement bizarre. On ne comprend pas. Donc moi, je pense que si les collectivités doivent mettre de l'argent, qu'ils mettent de l'argent dans une stratégie de reconnaissance des artistes caribéens, guadeloupéens à l'étranger, là où ça se passe, là où il y a le marché. C'est ça qui est important. Et ce n'est pas très compliqué. Il y a des biennales en France, il y en a à New York, il y en a en Angleterre, en Allemagne, il y en a ailleurs. C'est là qu'il faut qu'on soit positionné. Et quand on sera positionné là, eh bien, c'est comme ça que l'art guadeloupéen a un impact international. C'est pas en restant ici, en plus en faisant les autres venir ici nous écraser, quoi. Je veux dire, il y a un concept là qui est bizarre, quoi. On est sur la Je fin. je trouve que c'est dommage que l'art guadeloupéen, l'art qui est produit en Guadeloupe, soit si peu soutenu et que suffisamment de gens bien placés, des décideurs notamment, ou des acteurs économiques, ne voient pas l'opportunité de diffusion de cet art-là sur la scène internationale, au niveau international. Pas seulement sur le plan économique, mais sur le plan culturel, sur le plan social aussi. Je trouve ça dommage que autant d'artistes soient aussi engagés et dépensent autant d'énergie depuis des décennies, 40, 50 ans, 60 ans pour certains, et que ce travail-là ne soit pas reconnu, et que l'impact international n'est pas au rendez-vous. On a quand même des artistes, des écrivains comme Chamoiseau, qui a été pris Goncourt, on a quand même Derek Walcott, qui vient de Sainte-Lucie, qui a été prix Nobel de littérature, ou Maryse Condé. Voilà, on a des résultats sur le plan, sur l'impact de la reconnaissance de certains artistes dans d'autres domaines sur la scène internationale. Donc il n'y a pas de raison, factuellement il n'y a aucune raison que les arts visuels ne suivent pas le même mouvement et la même logique. Donc il est question aujourd'hui que tous les acteurs se saisissent de cette problématique très concrètement et fassent en sorte de changer la donne, de changer cette configuration et quelque part de rendre justice au travail des artistes.